faute d'air. Ainsi autour du Nautilus, au-dessus, au-dessous, un impénétrable mur de glace. Nous étions prisonniers de la banquise. Le Canadien avait frappé une table de son formidable poing. Conseil se taisait. Je regardais le capitaine. Sa figure avait repris son impassibilité habituelle. Il s'était croisé les bras, il réfléchissait. Le Nautilus ne bougeait plus. Le capitaine prit alors la parole. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, il y a 2 manières de mourir dans les conditions où nous sommes. La première, c'est de mourir écrasé. La seconde, c'est de mourir asphyxié. » « L'asphyxie, capitaine, répondis-je, n'est pas à craindre, car nos réservoirs sont pleins. »« Juste, répondit le capitaine Nemo, mais ils ne donneront que 2 jours d'air. Or, voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous les flots. Dans 48 heures, notre réserve sera épuisée. »« Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant 48 heures. » Nous le tenterons, du moins en perçant la muraille qui nous entoure. Mes hommes en scaphandre attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse. « Monsieur, dit le Canadien, habile à manier le pic comme le harpon, si je puis être utile, vous pouvez disposer de moi. » La proposition de Ned fut acceptée. Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt. Je rentrai dans le salon dont les vitres étaient découvertes et posté près de Conseil, j'examinais. Quelques instants après, nous voyions une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace. Parmi eux, Ned Land. Le capitaine Nemo était avec eux. Il fit alors sonder la surface inférieure. Là, 10 mètres de parois nous séparaient de l'eau. Il s'agissait d'en découper environ 6500 mètres cubes, afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace. De gros blocs furent détachés de la masse. Ces blocs, moins lourds que l'eau, s'envolaient, pour ainsi dire, à la voûte du tunnel. Après 2 heures d'un travail énergique, Ned Land rentra épuisé. Ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs, auxquels nous nous joignîmes, Conseil et moi. Le second du Nautilus nous dirigeait. Quand je rentrais, après 2 heures de travail, je trouvais une notable différence entre le fluide pur que je recevais dans le scaphandre et l'atmosphère du Nautilus, déjà chargée d'acide carbonique. L'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures. En 12 heures, nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'1 mètre. Il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise. L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffés avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface? Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tous ceux qui le renfermaient? La situation paraissait terrible. Mais tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout. Suivant mes prévisions, pendant la nuit, une nouvelle tranche d'1 mètre fut enlevée. Mais le matin, je remarquai que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu. Comment empêcher la solidification de ce milieu liquide? Je maniais le pic avec opiniâtreté. D'ailleurs, travailler, c'est quitter le Nautilus. C'était respirer directement cet air pur emprunté au réservoir et fourni par les appareils. C'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée. Vers le soir, quand je rentrais à bord, je faillis être asphyxié par l'acide carbonique dont l'air était saturé. Ah, que n'avions-nous les moyens chimiques qui eussent permis de chasser ce gaz délétère? Ce soir-là, le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ses réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus. Sans cette précaution, nous ne nous serions pas réveillés. Le lendemain, 26 mars, les parois de banquise s'épaississaient visiblement. Il était évident qu'elles se rejoindraient avant que le Nautilus ne fût parvenu à se dégager. « Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, il faut tenter quelque héroïque moyen. Nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment. Il faut s'opposer à cette solidification, il faut l'enrayer. » Le capitaine me regarda en face. « Après-demain, dit-il, les réservoirs seront vides. » Une sueur froide m'envahit. Le 22 mars, le Nautilus s'était plongé sous les eaux libres du pôle. Nous étions au 26. Depuis 5 jours, nous vivions sous les réserves du bord. Et ce qui restait d'air respirable, il fallait le conserver aux travailleurs. Cependant, le capitaine Nemo réfléchissait, silencieux, immobile. Enfin,
Ces mots s'échappèrent de ses lèvres. « L'eau bouillante », murmura-t-il. Nous sommes enfermés dans un espace relativement restreint. Est-ce que des jets d'eau bouillante, constamment injectés par des pompes du Nautilus, n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient pas sa congélation ? Il faut l'essayer, dis-je résolument. Le thermomètre marquait alors -7 degrés à l'extérieur. Le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires. Ils se chargèrent d'eau. En quelques minutes, cette eau avait atteint 100 degrés. Elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure. La chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide, puisée à la mer, après avoir seulement passé les appareils, arrivait bouillante au corps de pompe. L'injection commença et 3 heures après, c'était 1 degré de gagné. « Nous réussirons, dis-je au capitaine. »« Je le pense, me répondit-il. Nous ne serons pas écrasés. Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre. » Le lendemain, 27 mars, 4 mètres seulement restaient à enlever. L'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du Nautilus, aussi cette journée alla-t-elle toujours en empirant. Vers 3 heures du soir, mes poumons haletaient. Une torpeur morale s'empara de moi. J'étais étendu sans force, presque sans connaissance. Mon brave Conseil, pris des mêmes symptômes, souffrant des mêmes souffrances, ne me quittait plus. Il me prenait la main. Il m'encourageait. Si notre situation à tous était intolérable à l'intérieur, avec quelle hâte, avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour. Les bras se fatiguaient, les mains s'écorchaient. Mais qu'étaient ces fatigues? Qu'importaient ces blessures? L'air vital arrivait aux poumons. On respirait, on respirait. Et cependant, sa tâche accomplie, chacun remettait à ses compagnons haletants le réservoir qui devait lui verser la vie. Le capitaine Nemo donnait l'exemple. L'heure arrivait. Il cédait son appareil et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord, toujours calme, sans une défaillance, sans un murmure. Ce jour-là, 2 mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie. Lorsque je rentrai à bord, je fus à demi suffoqué. Quelle nuit, je ne saurais la peindre. Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges. Ce jour-là, le 6e de notre emprisonnement, le capitaine Nemo résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide. Cet homme domptait par sa force morale les douleurs physiques. Il pensait, il combinait, il agissait. Le bâtiment fut amené au-dessus de l'immense fosse. Le Nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas 1 mètre d'épaisseur et que les sondes avaient trouée en 1000 endroits. Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent, accroissant de 100 000 kg le poids du Nautilus. Nous attendions. Nous écoutons. Oubliant nos souffrances, espérant encore. La glace craqua avec un fracas singulier pareil à celui d'un papier qui se déchire, et le Nautilus s'abaissa. « Nous passons !» murmura Conseil à mon oreille. Je ne pouvais répondre. Tout à coup, emporté par son effroyable surcharge, le Nautilus s'enfonça comme un boulet sous les eaux, c'est-à-dire qu'il tomba comme il l'eût fait dans le vide. Toute la force électrique fut mise dans les pompes. L'hélice, marchant à toute vitesse, fit tressaillir la coque de tôle jusque dans ses boulons et nous entraîna vers le nord. Mais que devait durer cette navigation sous la banquise jusqu'à la mer libre? Un jour encore, je serais mort avant. Étendu sur un divan de la bibliothèque, je suffoquais. Ma face était violette, mes lèvres bleues. Je ne voyais plus, je n'entendais plus. J'eus la conscience de mon agonie qui commençait. Je compris que j'allais mourir. Soudain, je revins à moi. Quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons. Étions-nous remontés à la surface des flots? Avions-nous franchi la banquise? Non. C'étaient Ned et Conseil, mes 2 braves amis, qui se sacrifiaient pour me sauver. Quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil. Au lieu de le respirer, ils l'avaient consacré pour moi. Et tandis qu'ils suffoquaient, ils me versaient la vie, goutte à goutte. Je voulus repousser l'appareil. Ils me tinrent les mains. Et pendant quelques instants, je respirais, avec volupté. Il était 11 heures du matin. Nous devions être au 28 mars. Le Nautilus marchait avec une vitesse effrayante. Où était le capitaine Nemo? Avait-il succombé? Ses compagnons étaient-ils morts avec lui? Un simple champ de glace nous séparait de l'atmosphère, ne pouvait-on le briser? Peut-être.
En tout cas, le Nautilus allait le tenter. Poussé par sa puissante hélice, il attaqua l'Icefield par en dessous comme un formidable bélier. Et enfin, emporté par un élan suprême, il s'élança sur la surface gelée qui l'écrasa de son poids. Le panneau fut ouvert, on pourrait dire arraché, et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus. Du Cap Horn à l'Amazone. Comment étais-je sur la plateforme ? Je ne saurais le dire, je respirais, je humais l'air vivifiant de la mer, mes deux compagnons s'enivraient près de moi de ces fraîches molécules. Ah, faisait Conseil, que c'est bon, l'oxygène, que monsieur ne craigne pas de respirer, il y en a pour tout le monde. Quant à Ned Land, il ne parlait pas, mais quelles puissantes aspirations. Les forces nous revinrent promptement, et lorsque je regardai autour de moi, je vis que nous étions seuls sur la plateforme. Aucun homme de l'équipage. Pas même le capitaine Nemo. Les premières paroles que je prononçai furent des paroles de remerciement. Ned et Conseil avaient prolongé mon existence. « Bon, monsieur le professeur, me répondit Ned Land. Quel mérite avons-nous eu à cela ? Aucun. Ce n'était qu'une question d'arithmétique, votre existence valait plus que la nôtre, donc il fallait la conserver. » Non, Ned, répondis-je. Personne n'est supérieur à un homme généreux et bon, et vous êtes. C'est bien, répétait le Canadien embarrassé. Et toi, mon brave Conseil, tu as bien souffert. Il me manquait bien quelques gorgées d'air, mais je crois que je m'y serais fait. Mes amis, répondis-je vivement ému, nous sommes liés les uns aux autres pour jamais, et vous avez sur moi des droits... Oui, dit Ned Land, le droit de vous entraîner avec moi quand je quitterai cet infernal Nautilus. Le cercle polaire fut bientôt franchi et le cap mis sur le promontoire de Horn. Le capitaine Nemo ne paraissait plus, ni dans le salon ni sur la plateforme. Nous revenions au nord par la route de l'Atlantique. J'appris aux Canadiens et à Conseil le résultat de mes observations. « Bonne nouvelle, répondit le Canadien, mais où va le Nautilus ? Son capitaine voudrait-il, après le pôle sud, affronter le pôle nord ? Il ne faudrait pas l'en défier, répondit Conseil. Eh bien, dit le Canadien, nous lui fausserons compagnie avant. Le 1er avril, nous eûmes connaissance d'une côte à l'ouest. C'était la terre du feu. Par les vitres du salon, je vis de longues lianes et des fucus gigantesques. Là, les phoques et les loutres se livraient à de splendides repas. J'admirais également de nombreuses méduses et les plus belles du genre. Elles nageaient en agitant leurs 4 bras foliacés et laissaient pendre à la dérive leur opulente chevelure de tentacules. Le 11 avril, l'équateur était coupé. À 20 miles dans l'ouest restaient les Guyanes, une terre française sur laquelle nous eussions trouvé un facile refuge, mais le vent soufflait en grande brise et les lames furieuses n'auraient pas permis à un simple canot de les affronter. Ned Land le comprit sans doute car il ne parla de rien. Et la nuit venue, le Nautilus regagnait la haute mer. Les poulpes. Le 16 avril, nous eûmes connaissance de la Martinique et de la Guadeloupe. La fuite eût été très praticable si Ned fût parvenu à s'emparer du canot à l'insu du capitaine. D'ailleurs, depuis quelque temps, cet homme devenait plus sombre, plus retiré, moins sociable. Il paraissait m'éviter. Autrefois, il se plaisait à m'expliquer les merveilles sous-marines. Maintenant, il m'abandonnait à mes études et ne revenait plus au salon. Quel changement s'était opéré en lui? Pour quelle cause? Je n'avais rien à me reprocher. Peut-être notre présence à bord lui pesait-elle? Le 22 avril, nous étions à une hauteur moyenne de 1500 mètres. Là s'élevaient de hautes falaises sous-marines qui se creusaient de trous noirs que nos rayons électriques n'éclairaient pas jusqu'au fond. Conseil, Ned et moi nous fûmes naturellement amenés à citer les animaux gigantesques de la mer, les uns étant évidemment destinés à la nourriture des autres. Il était environ 11 heures quand Ned Land attira mon attention sur un formidable fourmillement qui se produisait à travers les grandes algues. « Eh bien, dis-je, ce sont là de véritables cavernes à poulpes, et je ne serais pas étonné d'y voir quelques-uns de ces monstres. Je voudrais contempler la face de l'un de ces poulpes qui peuvent entraîner des navires dans le fond des abîmes, des krakens, a dit Conseil. Jamais on ne me fera croire, dit Ned Land, que de tels animaux existent. Mais moi qui vous parle, dit Conseil, l'air de plus sérieux du monde, je me rappelle parfaitement avoir vu une grande embarcation entraînée sous les flots par le bras d'un céphalopode. Vous avez vu cela? Demanda le Canadien.
De vos propres yeux. De mes propres yeux. Où, s'il vous plaît? À Saint-Malo, repartit imperturbablement Conseil. Dans le port, dit Ned Land ironiquement. Non, dans une église, répondit Conseil. Dans une église, s'écria le Canadien. Oui, ami Ned, c'était un tableau qui représentait le poulpe en question. Bon, fit Ned Land en éclatant de rire. En fait, il a raison, dis-je. J'ai entendu parler de ce tableau. Mais le sujet qu'il représente est tiré d'une légende, et vous savez ce qu'il faut penser des légendes en matière d'histoire naturelle. D'ailleurs, les naturalistes de l'Antiquité citent des monstres dont la gueule ressemblait à un golfe, et qui étaient trop gros pour passer par le détroit de Gibraltar. À la bonne heure, fit le Canadien. Mais dans tous ces récits, qu'y a-t-il de vrai? Demanda Conseil. Rien, mes amis. Toutefois, on ne peut nier qu'il existe des poulpes et des calamars de très grande espèce, mais inférieurs cependant aux cétacés. En pêche-t-on de nos jours? Demanda le Canadien. S'ils n'en pêchent pas, les marins en voient du moins. En 1861, à peu près par la latitude où nous sommes en ce moment, l'équipage de l'Alecton aperçut un monstrueux calmar qui nageait dans ses eaux. Le commandant Bouguer l'attaqua à coups de harpon et à coups de fusil, sans grand succès. Après plusieurs tentatives, l'équipage parvint à passer un nœud coulant autour du corps du mollusque. On essaya alors de haler le monstre à bord, mais son poids était si considérable qu'il se sépara sous la traction de la corde et disparut sous les eaux. Aussi a-t-on proposé de nommer ce poulpe le calmar de Bouguer. Et quelle était sa longueur? Demanda le Canadien. Ne mesurait-il pas 6 mètres environ? Dit Conseil, qui était posté à la vitre. Précisément, répondis-je. Et sa bouche, n'était-ce pas un véritable bec de perroquet, mais un bec formidable? En effet, Conseil. Eh bien, n'en déplaise à monsieur, répondit tranquillement Conseil, si ce n'est pas le calamar de Bouguer, voici du moins un de ses frères. Je regardai Conseil. Ned Land se précipita vers la vitre. L'épouvantable bête, s'écria-t-il. Je regardai à mon tour. Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait dans la direction du Nautilus. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, avaient un développement double de son corps. Parfois, ses ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon et y faisaient le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature! Un bec d'oiseau à un mollusque? Son corps devait peser 20 à 25 000 kg. Sa couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité suivant l'irritation de l'animal, paraissait successivement du gris livide au brun rougeâtre. De quoi s'irritait ce mollusque? Sans doute de la présence de ce Nautilus, plus formidable que lui et sur lequel ses bras suceurs ou ses mandibules n'avaient aucune prise. C'est peut-être le même que celui de l'Alecton, dit Conseil. D'ailleurs, riposta Ned, si ce n'est pas celui-ci, c'est peut-être un de ceux-là. En effet, d'autres poulpes apparaissaient à la vitre de tribord. J'en comptai 7, et j'entendis les grincements de leur bec sur la coque de tôle. Nous marchions sous une allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Le choc le fit tressaillir. 1 minute se passa. Le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps, il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit, les panneaux se refermèrent. J'allai vers le capitaine. « Une curieuse collection de poulpes ?» lui dis-je, du ton dégagé que prenait un amateur devant le cristal d'un aquarium. « En effet, monsieur le naturaliste, » me répondit-il. Et nous allons les combattre au corps à corps. Corps à corps? Répétai-je. Oui, monsieur. L'hélice s'est arrêtée, et je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calamars s'est engagé dans ses branches. Et qu'allez-vous faire? Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles, mais nous les attaquerons à la hache. Et au harpon, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas mon aide.
Je l'accepte, maître Land. Nous nous dirigeâmes vers l'escalier central. Là, une dizaine d'hommes, armés de haches d'abordage, se tenaient prêts à l'attaque. Conseil et moi, nous prîmes 2 haches. Ned Land saisit un harpon. Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins dévissait les boulons du panneau qui se releva avec une violence extrême, tiré par la ventouse d'un bras de poulpe. Aussitôt, un de ses longs bras se glissa par l'ouverture, et d'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelons en se tordant. 2 autres bras, cinglés en l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine et l'enlevèrent avec une violence irrésistible. Le capitaine Nemo poussa un cri, s'élança au dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. Quelle scène! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l'air. Il râlait, il étouffait, il criait « À moi! À moi !» Ces mots, prononcés en français, me causèrent une profonde stupeur. Cet appel déchirant, je l'entendrai toute ma vie. L'infortuné était perdu. Cependant, le capitaine Nemo s'était précipité sur le poulpe et d'un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras. Son second luttait avec rage sur les flancs du Nautilus. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans les masses charnues. Une violente odeur de musc pénétrait l'atmosphère. C'était horrible. Un instant, je crus que le malheureux serait sauvé. 7 bras sur 8 avaient été coupés, mais l'animal lança une colonne d'un liquide noirâtre, nous en fûmes aveuglés, et quand ce nuage se fut dissipé, le calmar avait disparu, et avec lui, mon infortuné compatriote. Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres. On ne se possédait plus. 10 ou 12 poulpes avaient envahi la plateforme et les flancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents et dans des flots de sang et d'encre noire. Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se plongeait dans les yeux glauques des calamars et les crevait. Ce combat avait duré un quart d'heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin la place et disparurent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile, regardait la mer qui avait englouti l'un de ses compagnons, et de grosses larmes coulaient de ses yeux. Le Gulf Stream. Cette terrible scène du 20 avril, aucun de nous ne pourra jamais l'oublier. Le capitaine Nemo pleurait en regardant les flots. Sa douleur fut immense. C'était le second compagnon qu'il perdait depuis notre arrivée à bord. Pour moi, au milieu de cette lutte, c'était ce cri de désespoir poussé par l'infortuné qui m'avait déchiré le cœur. Ce pauvre Français, oubliant son langage de convention, s'était remis à parler la langue de son pays et de sa mère pour jeter un suprême appel. Le capitaine Nemo rentra dans sa chambre et je ne le vis plus pendant quelques temps. Mais qu'il devait être triste, désespéré, irrésolu si j'en jugeais par ce navire dont il était l'âme. Le Nautilus ne gardait plus de direction déterminée, il allait, venait, flottait comme un cadavre au gré des lames. 10 jours se passèrent ainsi. Ce fut le 1er mai seulement que le Nautilus reprit franchement sa route au nord. Nous suivions alors le courant du plus grand fleuve de la mer, le Gulf Stream. C'est un fleuve, en effet, qui coule librement au milieu de l'Atlantique et dont les eaux ne se mélangent pas avec les eaux océaniennes. Ce courant entraînait avec lui tout un monde d'êtres vivants. Le 8 mai, le Nautilus continuait d'errer, toute surveillance semblait bannie. Dans ces conditions, une évasion pouvait réussir. En effet, les rivages habités offraient partout de faciles refuges. La mer était incessamment sillonnée de nombreux steamers. Mais une circonstance fâcheuse contrariait absolument les projets du Canadien. Le temps était fort mauvais. Nous approchions de ces parages où les tempêtes sont fréquentes. « Monsieur, me dit-il ce jour-là, il faut que cela finisse. Votre Nemo remonte vers le nord, mais je vous le déclare, j'ai eu assez du pôle sud et je ne le suivrai pas au pôle nord. Il faut parler au capitaine. Le Nautilus va se trouver à la hauteur de ma ville natale, et quand je songe à cela, la fureur me monte au visage. Je me jetterai plutôt à la mer, je ne resterai pas ici, j'y étouffe. » Le Canadien était évidemment à bout de patience. Sa physionomie s'altérait de jour en jour, son caractère devenait de plus en plus sombre. De plus, l'isolement du capitaine Nemo, son humeur modifiée surtout depuis le combat des poulpes, sa taciturnité,
Tout me faisait apparaître les choses sous un aspect différent. Je ne sentais plus l'enthousiasme des premiers jours. Je l'interrogerai, Ned. Aujourd'hui, dit Ned Land. Soit. Aujourd'hui, je le verrai, répondis-je au Canadien, qui en agissant lui-même eut certainement tout compromis. Je rentrai dans ma chambre. De là, j'entendis marcher dans celle du capitaine Nemo. Je frappai à sa porte, je n'obtins pas de réponse. Je frappai de nouveau, puis j'entrai. Le capitaine était là, courbé sur sa table de travail. Il ne m'avait pas entendu. Il releva la tête brusquement et fronça les sourcils et me dit, d'un ton assez rude, « Vous ici, que me voulez-vous » ? « Vous parlez, capitaine ?»« Mais je suis occupé, monsieur, je travaille !» La réception était peu encourageante, mais avant que j'eusse répondu, me montrant un manuscrit ouvert sur la table, il me dit, d'un ton plus grave, « Voici, monsieur Aronnax, un manuscrit écrit en plusieurs langues. Il contient le résumé de mes études sur la mer, et s'il plaît à Dieu, il ne périra pas avec moi. Ce manuscrit, signé de mon nom, complété par l'histoire de ma vie, sera refermé dans un petit appareil insubmersible. Le dernier survivant de nous tous à bord du Nautilus jettera cet appareil à la mer, et il ira où les flots le porteront. » Le nom de cet homme, son histoire écrite par lui-même, son mystère serait donc un jour dévoilé ? Je ne vis dans cette communication qu'une entrée en matière. « Capitaine, répondis-je, qui sait où les vents pousseront cet appareil et en quelles mains il tombera ? Ne sauriez-vous trouver mieux ? Moi, mes compagnons, nous sommes prêts à garder ce manuscrit en réserve, et si vous nous rendiez la liberté... » « La liberté, fit le capitaine Nemo en se levant. « Monsieur Aronnax, qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. C'est de l'esclavage même que vous nous imposez. Donnez-lui le nom qu'il vous plaira. Ai-je jamais pensé à vous enchaîner par un serment ?» Le capitaine me regardait en se croisant les bras. « Monsieur, lui dis-je, je vous le répète, ce n'est pas seulement de ma personne qu'il s'agit. Pour moi, l'étude est un secours, une diversion puissante. Je puis vous suivre dans un rôle que je comprends sur certains points, mais il est encore d'autres aspects de votre vie qui me la font entrevoir, entourée de complications et de mystères. Et c'est ce sentiment qui fait de notre position quelque chose d'inacceptable, même pour moi, mais impossible pour Ned Land surtout. Vous êtes-vous demandé ce que l'amour de la liberté, la haine de l'esclavage pouvaient faire naître de projets, de vengeance dans une nature comme celle du Canadien? Ce qu'il pouvait penser, tenter, essayer? Je m'étais tue. Le capitaine Nemo se leva. « Que Ned Land pense, tente et essaye tout ce qu'il voudra, que m'importe, ce n'est pas pour mon plaisir que je le garde à bord. Quant à vous, monsieur Aronnax, vous êtes de ceux qui peuvent tout comprendre, même le silence. Je n'ai rien de plus à vous répondre. Que cette première fois où vous venez traiter de ce sujet soit aussi la dernière. » Je me retirai. À compter de ce jour, notre situation fut très tendue. Je rapportai ma conversation à mes deux compagnons. « Nous savons maintenant, dit Ned, qu'il n'y a rien à attendre de cet homme. Le Nautilus se rapproche de Long Island. Nous fuirons, quel que soit le temps. » Mais le ciel devenait de plus en plus menaçant. Les symptômes d'ouragan se manifestaient. La lutte des éléments était prochaine. La tempête éclata dans la journée du 18 mai, précisément lorsque le Nautilus flottait à la hauteur de Long Island. Le capitaine Nemo, par un inexplicable caprice, voulut la braver à sa surface. Il avait pris place sur la plateforme, il s'était amarré à mi-corps pour résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient. L'ouragan se déchaîna et pourtant le Nautilus, au milieu de la tourmente, était un fuseau d'acier obéissant, sans mâture, qui bravait impunément la fureur. L'intensité de la tempête s'accrut avec la nuit. À 10 heures du soir, le ciel était en feu, l'atmosphère fut zébrée d'éclairs violents. Le capitaine Nemo, les regardant en face, semblait aspirer en lui l'âme de la tempête. On eût dit qu'il cherchait à se faire foudroyer. L'orage atteignait alors son maximum d'intensité, il était impossible de se tenir debout à l'intérieur du Nautilus. Le capitaine Nemo rentra vers minuit et le Nautilus s'enfonça doucement au-dessous de la surface des flots. Il fallut aller chercher le repos jusqu'à 50 mètres dans les entrailles de la mer. Mais là, quelle tranquillité, quel silence, quel milieu paisible. Qui eût dit qu'un ouragan terrible se déchaînait alors à la surface de cet océan ?
par 47 degrés 24 minutes de latitude et 17 degrés 28 minutes de longitude. À la suite de cette tempête, nous avions été rejetés dans l'Est. Tout espoir de s'évader s'évanouissait. Le pauvre Ned, désespéré, s'isola comme le capitaine Nemo. Conseil et moi, nous ne nous quittions plus. Le Nautilus s'était écarté au milieu de ces brumes si redoutables aux navigateurs. Que de navires perdus dans ces parages. Aussi le fond de ces mers offrait-il l'aspect d'un champ de bataille où gisaient entre encore tous ces vaincus de l'océan. Que de bâtiments perdus corps et biens avec leur équipage, leur monde d'émigrants, sombres débris au milieu desquels naviguait le Nautilus comme s'il eût passé une revue des morts. Le 15 mai, le Nautilus, au lieu de continuer à marcher au nord, prit la direction vers l'est. Le 28 mai, il n'était plus qu'à 150 km de l'Irlande. À ma grande surprise, il redescendit au sud et revint vers les mers européennes. Le Nautilus oserait-il s'engager dans la Manche ? Ned Land, qui avait reparu, ne cessait de m'interroger. Comment lui répondre ? Le capitaine Nemo demeurait invisible. Pendant toute la journée du 31 mai, le Nautilus décrivit sur la mer une série de cercles qui m'intriguèrent vivement. Il semblait chercher un endroit qu'il avait peine à trouver. À midi, le capitaine Nemo vint faire son point lui-même. Il me parut plus sombre que jamais. Qui pouvait l'attrister ainsi ? Était-ce sa proximité des rivages européens ? Qu'éprouvait-il alors ? Des remords ou des regrets ? J'eus comme un pressentiment que le hasard trahirait avant peu ses secrets du capitaine. La mer était belle, le ciel pur. À 8 miles dans l'est, un grand navire à vapeur se dessinait. Aucun pavillon ne battait sa corne. Lorsque son relèvement fut terminé, le capitaine prononça ces seuls mots. « C'est ici. » Il redescendit par le panneau. Avait-il vu le bâtiment qui modifiait sa marche et semblait se rapprocher de nous ? Je ne saurais le dire. Je revins au salon. Le Nautilus commençait de s'enfoncer. Les panneaux s'ouvrirent. Par tribord, sur le fond, je crus reconnaître les formes épaissies d'un navire. Ce sinistre datait certainement d'une époque reculée. Quel était ce navire ? Pourquoi le Nautilus venait-il visiter sa tombe ? Je ne savais que penser. Quand, près de moi, j'entendis le capitaine Nemo dire d'une voix lente. Autrefois, ce navire se nommait le Marseillais. Il portait 74 canons et il fut lancé en 1762. En 1794, la République française lui changeait son nom. Le 16 avril de la même année, il était chargé d'escorter un convoi de blé qui venait d'Amérique. Le 11 et 12 prairial, en deux, cette escadre se rencontrait avec les vaisseaux anglais. Monsieur, c'est aujourd'hui le 13 prairial, le 1er juin 1868. Il y a 74 ans, jour pour jour, à cette même place, par 47 degrés 24 minutes de latitude et 17 degrés 28 minutes de longitude, ce navire, après un combat héroïque, dématé de ses 3 mâts, l'eau dans ses soutes, le tiers de son équipage hors de combat, aima mieux s'engloutir avec ses 356 marins que de se rendre, et clouant son pavillon à sa poupe, il disparut sous les flots au cri de « Vive la République !» « Le Vengeur !» m'écriai-je. « Oui, monsieur, le Vengeur. Un beau nom, » murmura le capitaine Nemo en croisant les bras. Une hécatombe. Cette façon de dire, l'émotion avec laquelle l'étrange personnage avait prononcé ces dernières paroles, ce nom de Vengeur, tout se réunissait pour frapper profondément mon esprit. Mes regards ne quittaient plus le capitaine. Je voyais de plus en plus l'homme se dégager du savant. Ce n'était pas une misanthropie commune qui avait enfermé dans les flancs du Nautilus le capitaine Nemo et ses compagnons, mais une haine monstrueuse ou sublime que le temps ne pouvait affaiblir. Cependant, le Nautilus remontait lentement vers la surface de la mer. Bientôt, nous flottions à l'air libre. En ce moment, une sourde détonation se fit entendre. « Capitaine ?» dis-je. Il ne répondit pas. Je le quittai et montai sur la plateforme. Conseil et le Canadien m'y avaient précédé. « Un coup de canon !» dit Ned Land. « Je parierais pour un navire de guerre. Puisse-t-il venir sur nous et couler s'il le faut, ce damné Nautilus ?» Pendant un quart d'heure, nous continuâmes d'observer le bâtiment qui se dirigeait vers nous. C'était un grand vaisseau à éperons, à 2 ponts cuirassés. Une épaisse fumée noire s'échappait de ses 2 cheminées. Il s'avançait rapidement. Une chance de salut s'offrait à nous.
Monsieur, me dit Ned Land, que ce bâtiment nous passe à 1 mile et je me jette à la mer. Et je vous engage à faire comme moi. Je continuais de regarder le navire. Qu'il fût anglais, français, américain ou russe, il était certain qu'il nous accueillerait si nous pouvions gagner son bord. J'allais répondre lorsqu'une détonation frappait mon oreille. « Comment? Ils tirent sur nous » m'écriai-je. « Braves gens » murmura le Canadien. « Ils ne nous prennent donc pas pour des naufragés accrochés à une épave? Mais ils doivent bien voir, m'écriai-je, qu'ils ont affaire à des hommes. »« Et c'est peut-être pour cela, » répondit Ned Land en me regardant. Toute une révélation se fit dans mon esprit. Sans doute on savait à quoi s'en tenir maintenant sur l'existence du prétendu monstre. Oui, cela devait être ainsi, et sur toutes les mers, sans doute, on poursuivait le dangereux engin de destruction. Terrible en effet, comme on pouvait le supposer, le capitaine Nemo employait le Nautilus à une œuvre de vengeance. Pendant cette nuit, lorsqu'il nous emprisonna dans la cellule, au milieu de l'océan Indien, ne s'était-il pas attaqué à quelques navires ? Une partie de la mystérieuse existence du capitaine Nemo se dévoilait. Au lieu de rencontrer des amis sur ce navire qui s'approchait, nous n'y pouvions trouver que des ennemis sans pitié. Cependant, les boulets se multipliaient autour de nous. Le capitaine Nemo ne paraissait pas sur la plateforme, et cependant, l'un de ces boulets coniques, frappant normalement la coque du Nautilus, lui eût été fatal. Le Canadien me dit alors : « Monsieur, faisons des signaux, mille diables, on comprendra peut-être que nous sommes d'honnêtes gens. » Ned Land prit son mouchoir pour l'agiter dans l'air, mais il avait à peine déployé que, terrassé par une main de fer, malgré sa force prodigieuse, il tombait sur le pont. « Misérable !» s'écria le capitaine. « Veux-tu donc que je te cloue sur l'éperon du Nautilus avant qu'il ne se précipite contre ce navire ?» Le capitaine Nemo, terrible à entendre, était plus terrible encore à voir. Sa face avait pâli, ses pupilles s'étaient contractées effroyablement, sa voix ne parlait plus, elle rugissait, il tordait sous sa main les épaules du Canadien. Puis, l'abandonnant et se retournant vers le vaisseau de guerre dont les boulets pleuvaient autour de lui. « Ah, tu sais qui je suis, navire d'une nation maudite !» s'écria-t-il de sa voix puissante. « Moi, je n'ai pas eu besoin de tes couleurs pour te reconnaître. Regarde, je vais te montrer les miennes. » Et le capitaine Nemo déploya à l'avant de la plateforme un pavillon noir, semblable à celui qu'il avait déjà planté au pôle sud. Puis, s'adressant à moi, « Descendez !» me dit-il d'un ton bref. « Descendez, vous et vos compagnons. » « Monsieur, m'écriai-je, vous allez donc attaquer ce navire ? » ?»« Monsieur, je vais le couler. »« Vous ne ferez pas cela ? » ?»« Je le ferai, » répondit froidement le capitaine Nemo. « Ne vous avisez pas de me juger, monsieur. La fatalité vous montre ce que vous ne deviez pas voir. L'attaque est venue, la riposte sera terrible. Rentrez. Ce navire, quel est-il ? Vous ne le savez pas ? Eh bien, tant mieux, sa nationalité du moins restera un secret pour vous. Descendez !» Le Canadien, Conseil et moi, nous ne pouvions qu'obéir. Une quinzaine de marins du Nautilus entouraient le capitaine. On sentait que le même souffle de vengeance animait toutes ses âmes. Je descendis et j'entendis le capitaine s'écrier : « Frappe ! Tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus, mais je ne veux pas que tes ruines aillent se confondre avec les ruines du Vengeur. » Je regagnai ma chambre. L'hélice fut mise en mouvement. Le Nautilus, s'éloignant avec vitesse, se mit hors de portée des boulets du vaisseau. Mais la poursuite continua, et le capitaine Nemo se contenta de maintenir la distance. Vers 4 heures du soir, je revins vers la plateforme. Le capitaine s'y promenait encore d'un pas agité. Il regardait le navire. Il tournait autour de lui comme une bête fauve. En l'attirant vers l'est, il se laissait poursuivre. Cependant, il n'attaquait pas. Peut-être hésitait-il encore. Je voulus intervenir une dernière fois, mais il m'imposa le silence. « Je suis le droit, je suis la justice, me dit-il. Je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'aime, tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là. Taisez-vous. » Je portai un dernier regard sur le vaisseau, puis je rejoignis Ned et Conseil. « Nous fuirons, m'écriai-je. »« Bien, fit Ned. Quel est ce navire ? Je l'ignore, mais quel qu'il soit, il sera coulé. » La nuit arriva. Un profond silence régnait à bord. Mes compagnons et moi, nous avions résolu de fuir au moment où le vaisseau serait assez rapproché pour nous faire entendre ou voir, car la lune resplendissait. Une fois à bord, si nous ne pouvions prévenir le coup qui le menaçait, nous ferions tout ce que les circonstances nous permettraient de tenter.
Une partie de la nuit se passa sans incident. Nous guettions l'occasion d'agir. Nous parlions peu. Ned Land aurait voulu se précipiter à la mer. Je le forçai d'attendre. Suivant moi, le Nautilus devait attaquer le 2 ponts à la surface des flots, et alors il serait facile de s'enfuir. À 3 heures du matin, inquiet, je montai sur la plateforme. Le capitaine Nemo ne l'avait pas quitté. Il était debout, à l'avant, près de son pavillon, qu'une légère brise déployait au-dessus de sa tête. Le ciel et l'océan rivalisaient de tranquillité. Quand je pensais à ce calme profond des éléments comparé à toutes les colères qui couvaient dans les flancs de l'imperceptible Nautilus, je sentais frissonner tout mon être. Le moment ne pouvait être éloigné où le Nautilus, attaquant son adversaire, mes compagnons et moi nous quitterions pour jamais cet homme que je n'osais juger. Je revins au salon. Le Nautilus émergeait toujours. Ce terrible jour du 2 juin se levait. À 5 heures, je compris qu'il allait s'approcher. D'ailleurs, les détonations se faisaient plus violemment entendre. « Mes amis, dis-je, le moment est venu. Une poignée de main, et que Dieu nous garde. » Nous passâmes dans la bibliothèque. Au moment où je poussais la porte, j'entendis le panneau supérieur se fermer brusquement. Le Canadien s'élança sur les marches, mais je l'arrêtai. Le Nautilus s'immergeait. Il était trop tard pour agir. Il allait frapper le 2 ponts au-dessous de sa ligne de flottaison, là où la carapace métallique ne protège plus. Nous étions emprisonnés de nouveau, témoins obligés du sinistre drame qui se préparait. Réfugiés dans ma chambre, nous nous regardions sans prononcer une parole. J'attendais, j'écoutais. Un choc eut lieu, mais relativement léger. Je sentis la force pénétrante de l'éperon d'acier. J'entendis les éraillements et des raclements, mais le Nautilus, emporté par sa puissance de propulsion, passait au travers de la masse du vaisseau comme une aiguille à travers la toile. Je ne pus y tenir. Fou, éperdu, je me précipitai dans le salon. Le capitaine Nemo était là, muet, sombre, implacable. Il regardait par le panneau de bâbord. Une masse énorme sombrait sous les eaux et, pour ne rien perdre de son agonie, le Nautilus descendait dans l'abîme avec elle. À 10 mètres, je vis cette coque entr'ouverte où l'eau s'enfonçait avec un bruit de tonnerre. Le pont était couvert d'ombres noires qui s'agitaient. L'eau montait, les malheureux se tordaient sous les eaux. C'était une fourmilière humaine surprise par l'envahissement d'une mer. Paralysée, raidie par l'angoisse, sans voix, je regardais moi aussi. Une irrésistible attraction me collait à la vitre. L'énorme vaisseau s'enfonçait, puis la masse sombre disparut, et avec elle, cet équipage de cadavres entraîné par un formidable remous. Je me retournai vers le capitaine. Ce terrible justicier, véritable archange de la haine, regardait toujours. Quand tout fut fini, le capitaine Nemo, se dirigeant vers la porte de sa chambre, l'ouvrit et entra. Je le suivis des yeux. Sur le panneau du fond, au-dessous des portraits de ses héros, je vis le portrait d'une jeune femme encore et de 2 petits-enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants, leur tendit les bras et, s'agenouillant, il fondit en sanglots. Les dernières paroles du capitaine Nemo. Les panneaux s'étaient refermés sur cette vision effrayante. À l'intérieur du Nautilus, ce n'était que ténèbres et silence. Il quittait ce lieu de désolation, à 100 pieds sous les eaux avec une rapidité prodigieuse. Où allait-il? Où fuyait cet homme après cette horrible représaille? J'étais rentré dans ma chambre, j'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo. Quoi qu'il eût souffert de la part des hommes, il n'avait pas le droit de punir ainsi. Il m'avait fait, sinon le complice, du moins le témoin de ses vengeances, et c'était déjà trop. À 11 heures, la clarté électrique réapparut. Je consultais les divers instruments, le Nautilus fuyait vers le nord avec rapidité. Notre direction nous portait vers les mers boréales. Le soir, je ne pus dormir, j'étais assailli de cauchemars. L'horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit. Depuis ces jours, qui pourra dire jusqu'où nous entraînait le Nautilus? Toujours avec une vitesse inappréciable, toujours au milieu des brumes hyperboréennes. Parcourut-il ces mers ignorées de la mer Blanche et ces rivages inconnus de la côte asiatique? Je ne saurais le dire. Le temps qui s'écoulait, je ne pouvais plus l'évaluer. L'heure avait été suspendue aux horloges du bord. Il semblait que la nuit et le jour ne suivaient plus leur cours régulier. J'estime, mais je me trompe peut-être, j'estime que cette course aventureuse du Nautilus se prolongea pendant 15 ou 20 jours, et elle aurait duré sans la catastrophe qui termina ce voyage. Du capitaine Nemo, il n'était plus question, de son second pas davantage. Pas un homme de l'équipage ne fut visible.
Je ne savais où nous étions. Je dirais aussi que le Canadien, à bout de force et de patience, ne paraissait plus. Conseil ne pouvait en tirer un seul mot et craignait que sous l'emprise d'une nostalgie effrayante, il ne se tuât. Il le surveillait donc. On comprend que dans ces conditions, notre situation n'était plus tenable. Un matin, à quelle date je ne saurais le dire, quand je m'éveillais, je vis Ned Land se pencher sur moi et je l'entendis me dire à voix basse « Nous allons fuir, la nuit prochaine. Toute surveillance semble avoir disparu du Nautilus. On dirait que la stupeur règne à bord. Vous serez prêt, monsieur ?» « Oui. Où sommes-nous ?»« En vue de terre que je viens de relever ce matin au milieu des brumes, à 20 miles dans l'est. »« Quelles sont ces terres ?»« Je l'ignore, mais nous nous y réfugierons. La mer est mauvaise, le vent est violent, mais 20 miles ne m'effraie pas. D'ailleurs, ajouta le Canadien, si je suis pris, je me défends. Je me fais tuer. » « Nous mourrons ensemble, ami Ned. » J'étais décidé à tout. Le Canadien me quitta, je gagnai la plateforme, le ciel était menaçant, mais puisque la terre était là, il fallait fuir. Nous ne devions perdre ni un jour ni une heure. Je revins au salon, craignant et désirant tout à la fois de rencontrer le capitaine Nemo, voulant et ne voulant plus le voir. Que lui aurais-je dit? Non, mieux valait ne pas me trouver face à face avec lui. Mieux valait l'oublier. Et pourtant, combien fut longue cette journée, la dernière que je dusse passer à bord du Nautilus. À 6h30, Ned Land entra dans ma chambre. Il me dit « Nous ne nous reverrons pas avant notre départ. À 10h, la lune ne sera pas encore levée. Nous profiterons de l'obscurité. Venez au canot. Conseil et moi, nous vous y attendrons. » Puis le Canadien sortit, sans m'avoir donné le temps de lui répondre. Je me rendis au salon, nous courions nord-nord-est avec une vitesse effrayante par 50 mètres de profondeur. Je jetai un dernier regard sur ces merveilles de la nature, sur ces richesses de l'art entassées dans ce musée, sur cette collection sans rivale destinée à périr un jour au fond des mers avec celui qui l'avait formée. Je restai 1 heure ainsi, passant en revue ces trésors, resplendissant sous leurs vitrines, puis je revins à ma chambre. Là, je revêtis de solides vêtements de mer, je rassemblai mes notes et les serrai précieusement sur moi. Mon cœur battait avec force. Certainement mon trouble et mon agitation m'eussent trahi aux yeux du capitaine Nemo. Que faisait-il en ce moment? J'écoutai à la porte de sa chambre. J'entendis le bruit de ses pas. Le capitaine Nemo était là, il ne s'était pas couché. À chaque mouvement, il me semblait qu'il allait apparaître et me demandait pourquoi je voulais fuir. Je m'étendis sur mon lit pour apaiser en moi les agitations du corps. Il était encore 9h30. Je tenais ma tête à 2 mains pour l'empêcher d'éclater. 1 demi-heure d'attente encore. 1 demi-heure d'un cauchemar qui pouvait me rendre fou. En ce moment, j'entendis les vagues accords de l'orgue, une harmonie triste, et, sous un chant indéfinissable, véritable plainte d'une âme qui veut briser ses liens terrestres. J'écoutais par tous mes sens à la fois, respirant à peine. Puis une pensée soudaine me terrifia. Le capitaine Nemo avait quitté sa chambre. Il était dans ce salon que je devais traverser pour fuir. Là, je le rencontrerais une dernière fois. Il me verrait, il me parlerait peut-être. Cependant 10 heures allaient sonner, le moment était venu de quitter ma chambre et de rejoindre mes compagnons. Il n'y avait pas à hésiter. Dut le capitaine Nemo se dresser devant moi. Le salon était plongé dans une profonde obscurité, les accords de l'orgue résonnaient faiblement, le capitaine Nemo était là. Il ne me voyait pas. Son extase l'absorbait tout entier. Évitant le moindre heurt dont le bruit eût pu trahir ma présence, il me fallut 5 minutes pour gagner la porte du fond qui donnait sur la bibliothèque. J'allais l'ouvrir quand un soupir du capitaine Nemo me cloua sur place. Je compris qu'il se levait. Il vint vers moi, les bras croisés, silencieux, glissant plutôt que marchant comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots et je l'entendis murmurer ces paroles, les dernières qui eurent frappé mon oreille. « Dieu Tout-Puissant, assez, assez. » Était-ce l'aveu du remords qui s'échappait ainsi de la conscience de cet homme? Éperdu, je me précipitais, je montais l'escalier central et j'arrivais au canot. « Partons, partons !» m'écriai-je. « À l'instant !» répondit le Canadien. L'orifice évidé dans la tôle du Nautilus fut préalablement fermé et boulonné au moyen d'une clé anglaise dont Ned Land s'était muni. L'ouverture du canot se ferma également et le Canadien commença à dévisser les écrous qui nous retenaient encore au bateau sous-marin. Soudain, un bruit intérieur se fit entendre. Des voix se répondaient avec vivacité.
Qu'y avait-il? S'était-on aperçu de notre fuite? Je sentis que Ned Land me glissait un poignard dans la main. « Oui, murmurai-je, nous saurons mourir. » Le Canadien s'était arrêté dans son travail, mais un mot, 20 fois répété, un mot terrible, me révéla la cause de cette agitation qui se propageait à bord du Nautilus. Ce n'était pas à nous que son équipage en voulait. « Maelstrom, Maelstrom !» s'écriait-il. Maelstrom. Nous nous trouvions donc sur ces dangereux parages de la côte norvégienne. Un tourbillon dont aucun navire n'avait jamais pu sortir, ce gouffre justement appelé le nombril de l'océan. Là sont aspirés non seulement les navires, mais aussi les baleines, les ours blancs et les ours blancs des régions boréales. C'est là que le Nautilus, involontairement ou volontairement peut-être, avait été engagé par son capitaine. Il décrivait une spirale dont le rayon diminuait de plus en plus. Ainsi que lui, le canot, encore accroché à son flanc, était emporté avec une vitesse vertigineuse. Nous étions dans l'épouvante, dans l'horreur, portés à son comble. Le Nautilus se défendait comme un être humain, ses muscles d'acier craquaient. « Il faut tenir bon, dit Ned, et revisser les écrous. En restant attachés au Nautilus, nous pouvons nous sauver encore. » Il n'avait pas achevé de parler qu'un craquement se produisait. Les écrous manquaient, et le canot, arraché de son alvéole et lancé contre la pierre comme une fronde au milieu du tourbillon. Ma tête porta sur une membrure de fer et je perdis connaissance. Conclusion. Voici la conclusion de ce voyage sous les mers. Comment le canot s'échappa au formidable remous du Maelstrom. Comment Ned Land, Conseil et moi nous sortîmes du gouffre, je ne saurais le dire, mais quand je revins à moi, j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofoden. Mes 2 compagnons sains et saufs étaient près de moi, nous nous embrassâmes avec effusion. Les moyens de communication sont rares, je suis donc forcé d'attendre le passage du bateau à vapeur qui fait le service bimensuel du Cap Nord. Je revois le récit de ces aventures, il est exact. C'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition sous un élément inaccessible à l'homme et dont le progrès rendra les routes libres un jour. Me croira-t-on? Je ne sais. Peu importe après tout. Mais qu'est devenu le Nautilus? A-t-il résisté aux étreintes du Maelstrom? Le capitaine Nemo vit-il encore? Les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie? Je l'espère. J'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer et que le Nautilus a survécu là où tant de navires ont péri. S'il en est ainsi, si le capitaine Nemo habite toujours cet océan, puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche. Si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Ne l'ai-je pas compris moi-même? N'ai-je pas vécu 10 mois de cette existence extra-naturelle? Qui n'a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme? 2 hommes, entre tous les hommes, ont le droit de répondre. Le capitaine Nemo et moi.